Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur l'émission Population à risque. Ce soir, c'est moi qui serai votre hôtesse, donc Josie la Calache. Et nous avons ce soir avec nous une grande équipe qui est au complet. Ouais. Je laisse vous présenter. Ben, moi, c'est Lolo Lumpen, ancienne présentatrice, avant le putsch. Jalouse. Est-ce qu'on fait mieux ça que toi? Annelle Winter, ancienne co-présentatrice avec Josie. Putscheuse. Je te fais putcher. Je me suis fait caillouter avec des petits diamants. Vous adorez quand je vous putsch. Bon, du coup, ce soir, nous avons une émission spéciale. Je fourche un peu, excusez-moi. Car nous allons parler, tout d'abord, nous allons aborder la fameuse journée contre l'homophobie qui va se dérouler jeudi. Et la transphobie. Et la transphobie. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas lu le titre au complet. Qui va se dérouler décidément. Je suis stressée, c'est ma première. Non, ça va rouler aussi, oui. Donc, qui va se dérouler jeudi 17 mai et qui est organisé par les associations. C'est le gyrophare, mais derrière le gyrophare, c'est l'IDAO surtout. Voilà, c'est ça. Et donc, nous allons parler de ça. Nous allons avoir quelques textes préparés par Lolo et Annal. Et enfin, nous aurons l'agenda. Ouais, qui va être très vide. Ça fait 2 semaines qu'il est vide. Ça fait un peu de la peine. Bon, du coup, peut-être que pour démarrer, je peux vite fait lire la programmation de jeudi. Ah non, peut-être pas, en fait. Non, on peut parler de là où on était. Là où on était il y a 2h30, 3h Oui, à peu près. Parce que j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent sont au courant. Mais hier, il s'est passé plusieurs choses en Palestine. La première, c'est d'ordre symbolique. C'est que les États-Unis ont transféré leur ambassade à Jérusalem, ce qui est un signe diplomatique de reconnaissance de Jérusalem comme la ville sainte d'Israël. Et on sait tout ce que ça engendre. Et sachant que ça s'est fait le jour du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et qu'il y avait des manifestants palestiniens le long de la barrière de sécurité israélienne qui retournaient à Gaza, qui se sont fait tirer dessus dans le dos. Il y a eu 58 morts et plus de 1350 blessés par balle. Et il y a eu des manifestations aujourd'hui un petit peu partout en France en fait pour dénoncer ça. On sait que Israël est un État colonisateur, avec le soutien des puissances impérialistes, on peut dire impériales aussi, je crois. On peut dire ce qu'on veut, hein. Que sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, etc. Et notamment aussi dans des soutiens avec des ventes d'armes, que comme on l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs au rassemblement, on découvrira probablement que certaines balles qui ont été tirées et qui ont tué des Palestiniens ou certaines armes ont été fournies par la France à Israël. Et voilà, c'était un peu un jour triste hier. Et on les soutient en tout cas beaucoup. On les soutient et aussi rappeler que presque sur le côté pile de la pièce, il y avait l'Eurovision samedi, oui. Et où l'Israël gagnait. Et c'était déjà l'Israël, ça a toujours été un peu compliqué la position que ça avait dans l'Eurovision, mais sachant que l'Eurovision c'est quand même un truc qui est très regardé par plein de gays dans toute l'Europe, voire dans tout le monde entier. De voir l'Israël gagner l'Eurovision, en fait, c'est une étape de plus pas une étape, mais un moment de plus dans le pinkwashing qui se passe.
Et rappelez juste qu'en fait le pinkwashing ça wash quelque chose, en fait ça cache quelque chose, et justement c'est dont on vient de parler là. Donc c'est un peu drôle de... Non, c'est pas drôle en fait, c'est terrible de voir un peu ces deux événements qui sont concomitants, et de voir qu'en fait les gays, ce tourisme gay mondialisé, en fait nous servent à cacher tout ça, quoi. Exactement. Donc boycott Israël, quoi. Oui, boycott Israël et intifada en Palestine. Parce qu'il faut savoir aussi que les manifestants palestiniens n'étaient pas armés. Et on a une pensée toute particulière pour Jean Stern, qui a écrit un livre sur le pinkwashing en Israël, qui est très très important, et qu'on a tous lu ici, à la rédaction. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Oui. Le jour triste. Oui. Mais du coup, pour continuer dans les nouvelles un peu mitigées, je propose que du coup là on enchaîne avec ce qui va se passer jeudi, qui du coup n'est pas en lien direct, mais bon quand même, qui peut faire corrélation, qui peut dans les nouvelles, qu'on n'aime pas trop, mais c'est pas grave, on y va. Donc du coup, comme on disait, jeudi 17 mai va se dérouler la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie et en fait là elle est intitulée Comment lutter contre l'homophobie et la transphobie dans le travail à Bordeaux. À Bordeaux, effectivement. Donc organisée en partie par le Gyrophare et l'IDAO. Et où sera invité, en fait, où va se dérouler une table ronde et une signature de la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle par la ville de Bordeaux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, il n'y a pas longtemps, on s'est dit, on va aller voir quand même qu'est-ce que ça peut bien être l'autre cercle. Et en fait, c'est génial parce qu'ils ont un super site. Un site tout coloré, tout bien fait. Et alors, je vous propose, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, de juste vous lire très très courtement la présentation où ça dit donc qui sommes-nous ? Donc pour vous mettre dans le bain, l'autre cercle est une association de professionnels LGBT dont la vision est un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux. Ça se saurait. De toutes les personnes, dans toutes leurs luttes, voilà, c'est moi qui mets lutte un peu partout. Ça a l'air cool, en fait. C'est sa double personnalité d'extrême gauche, faut pas faire attention. Excusez-moi. Dans toute leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Bon, voilà. A priori... c'est pas non plus si mal que ça, mais peut-être qu'on va pouvoir en débattre après. Et du coup... du coup, ce qu'il faut dire, c'est que cette journée à Bordeaux est organisée donc par le Gyrophare et l'IDAO, qu'elle se déroule en 2 temps, qu'il y a d'abord un die-in à 17h30 devant l'hôtel de ville. Et on sait à quel point c'est très début des années 90 et acte piant de faire des die-in, mais... voilà, on pourra rediscuter de l'utilité de ce mode de lutte, et qu'à 18h30 donc il y a cette espèce de table ronde avec il y a une représentante de la CFDT, il y a des représentants à tout va de l'autre cercle, il y aura Marie Fétou et 2 élus de la mairie de Bordeaux, ouais. Qui sont les élus, je sais plus qui c'est, Nicolas Florian et Marie Fétou. Oui, c'est ça, ouais. Qui sont élus de... Et du coup, Marie Fétou, adjoint au maire chargé de l'égalité et la citoyenneté, et Nicolas Florian, adjoint au maire de Bordeaux, chargé des finances et des ressources humaines et de l'administration générale. Miam. Ouais, et on est ravis que ce soit organisé dans les salons de l'hôtel de ville, ou dans l'équipe municipale, il y a quand même quelqu'un qui était le référent Manif pour tous 33 pendant le débat sur la loi du mariage, qui s'appelle Édouard Duparc. Et qui est un gros homophobe notoire. Il y a aussi Virginie Calmels, en fait, qui est une grande amie de Laurent Wauquiez. Ça, rien que ça suffit. Oui, en fait, c'est Alain Juppé à la mairie, si vous saviez pas. Donc rien que ça, je pense que... Et on l'adore. Voilà. Allez, Juppin, quoi. Ouais, voilà.
Mais du coup, la journée s'organise comme ça. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on trouve un peu étrange que la journée s'organise comme ça dans l'intimité des salons et des dorures de l'hôtel de ville de Bordeaux. Parce que l'année dernière, le Gyrophare et l'IDAO avaient organisé des concerts sur le quai des Sports à Saint-Michel. Et il y avait des tables d'association avec des tentes qui étaient présentes. Et il y a un groupe qui est allé là-bas avec des tracts dénonçant justement le pinkwashing israélien en Israël, dénonçant la violence policière, dénonçant les violences d'État contre les queers. Et ça avait été très mal reçu par le Gyrophare et par la mairie aussi. Il y a eu des prises de parole d'élus, donc il y a eu la députée socialiste de l'époque, Michel Delaunay, qui avait parlé. Méric Fétou a parlé aussi. Qui était en campagne d'ailleurs. Il était en campagne d'ailleurs, oui, pour La République En Marche. Il a perdu. Oui, tant mieux. Et ce groupe a voulu parler aussi, enfin lire des textes dénonçant en fait le racisme du milieu LGBT. Et ça, ils en ont été empêchés. Et je pense que ça a été tellement mal reçu que cette année, ils ont décidé qu'ils allaient faire un truc sous la protection des dorures de l'hôtel de ville. En comité et un truc, restreint. en comité restreint, puis un truc très très discret. Parce que vaut mieux être pédé discret. Par les temps qui courent. Mais l'année prochaine, ce sera en haut de la tour Péberlan, je pense. Moi, ce qui m'énerve vraiment beaucoup, déjà rien que le Daïn, là, je trouve ça insupportable parce que c'est, en fait, c'est une association d'État. Enfin, c'est même plus une association indépendante de l'État. C'est comme si c'était une main d'État, quoi. Le Gyrophare, vu que ça ne vit que par les subventions de l'État, vu qu'en fait là, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a une remise de médaille de la ville aux deux anciens présidents qui nous faisaient une Medvedev. Directeur, ouais. Voilà, qui nous faisait une Medvedev Poutine, quoi, qui changeait parce que bon, la constitution de je sais pas quoi, bon. Ou une Ronald et Nancy Reagan. Ouais. Et je préfère Nancy Reagan, je crois. Elle me fait beaucoup plus rire que Medvedev. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Il y avait une remise de médaille. Oui, voilà, qu'il y a une remise de médaille et qu'en fait, je trouve ça incroyable. Merci Josie, hein. C'est une super présentatrice. Il va te faire foutre à mal. Et il a recommencé ce con. Donc, et donc voilà, une remise de médaille à ces grands, ces grands présidents et directeurs. Alors, je sais pas la différence entre président et directeur, mais ça c'est peut-être une subtilité administrative et bureaucratique comme ils le font si bien. Il y en a un qui recevait un salaire et l'autre non. Ah, on est divisé. Je sais pas. Et le Daïn, en fait, c'était pour des trucs qu'on faisait partout dans le monde, mais notamment Act Up, et c'est eux qu'on connaît le plus pour avoir fait ça en France, en tout cas. Mais c'était pour montrer l'inaction de l'État et le sang qu'il avait sur les mains, en fait. Alors, quand c'est l'État qui l'organise lui-même, sachant que, franchement, ils ne foutent rien sur le sida. Je veux dire, en termes de prévention et tout ça, il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment c'est sûr que c'est mieux que dans les années 90, mais en même temps, bon. Bon bref, mais je trouve ça un peu aberrant en plus de faire croire que cet asso LGBT représente qui que ce soit à part les intérêts de putain, j'ai l'impression d'être aux ondes là, de la mairie de Bordeaux et puis de l'État et de la République En Marche, même pour être plus précis, oui. Quoi, qui est devenu l'État maintenant d'ailleurs, fasciste. Donc en fait, comment on peut encore croire à ça? Et en fait, je veux dire, la multiplication de groupes qui maintenant se mettent contre ces assos LGBT qui ne représentent qu'elle ou que l'État ou que la République En Marche, ben, ça montre très bien que là, il y a vraiment eu une accélération dans la cassure de ce qui pense être une représentation de qui que ce soit, quoi, par eux-mêmes. Donc nique la représentation, voilà, hop. Ouais. Et moi, ce qui me pose excessivement problème aussi, c'est le mot d'ordre qui a été choisi pour cette journée à Bordeaux, en fait, sur le travail. Bon, ça, on en reparlera après, par rapport au travail, sachant qu'il y a eu le 1er mai il y a 15 jours et qu'il y a quand même un pink bloc qui s'était formé pour combattre le travail. Et ça, bon, on en reparlera après. Mais je voulais juste, moi, exposer des faits... Comme c'est la journée qui est censée lutter contre l'homophobie et la transphobie, il y a chaque année, à cette occasion, SOS Homophobie qui fait un rapport annuel qu'il remet aux institutions et à l'État. Bref, mais qui est assez intéressant qui soulignait cette année que les actes LGBT-phobes ont augmenté de 5% en 2017, alors qu'ils avaient baissé les années précédentes.
qui sont essentiellement dans la vie quotidienne et sur Internet. Et surtout, il y a eu 15% d'augmentation des agressions physiques envers les populations LGBT. Donc il y a déjà ça. Ensuite, on a encore 74 États dans le monde qui pénalisent les personnes LGBT à de la torture, des peines de mort ou des travaux forcés. Et pour pas citer tous les pays, mais pour citer ceux qui condamnent encore la peine de mort, on a l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, Brunei, l'Iran, les territoires occupés par l'État islamique en Irak, la Mauritanie, le Nigeria dans les 12 États du Nord, le Pakistan, le Qatar, le Soudan, la Somalie, dans les Émirats islamiques régis par Al-Shabaab, en Syrie, dans les territoires contrôlés par l'État islamique, et au Yémen. Et juste, d'autant que dans beaucoup de pays en fait qui ont encore une législation homophobe comme ça, c'est dû à la colonisation et dû Très souvent. très souvent en fait à l'État français ou Au anglais. reste des lois coloniales en fait. Mais je crois que c'était en Inde par exemple où il n'y avait jamais eu de législation, il y avait, je sais pas s'il y avait jamais eu de problème, mais en tout cas les lois sont existées à cause des États coloniaux quoi. Pour continuer dans les faits purs et durs, on peut noter qu'aux États-Unis, le New York City Anti-Violence Project Annual Crisis of Hate, qu'on pourrait traduire par le projet d'anti-violence annuel et de crimes de haine de la ville de New York, note qu'en 2017, il y a une hausse de 86% des meurtres de personnes LGBTI, avec principalement des meurtres de personnes trans. Une hausse de 86% par rapport à 2016, avec notamment 52 assassinats homophobes. Et tous ces faits, en fait, que je vais citer, ce sont principalement dans des États occidentaux. C'est pour dire aussi que ça se passe aussi dans les États occidentaux, malgré qu'il y ait des lois contre le mariage, malgré qu'il y ait des lois contre les discriminations. On peut citer aussi la France, où en 2016, le ministère de l'Intérieur a recensé, et on sait que les chiffres du ministère de l'Intérieur sont souvent amoindris, 1020 victimes de crimes ou de délits anti-LGBTI, dont 24% de violences physiques et 2,2% de viols. Voilà, ça c'était pour les faits. Et je voulais juste rajouter un dernier truc, parce que ça commence à être un peu morbide, je suis désolé, mais bon, on fait le travail que le gyrophare ne fait pas demain. Après-demain, pardon. Il y a une chose aussi dont on ne parle plus du tout, c'est la Tchétchénie. Et il ne se passe strictement rien, alors qu'il y a encore des gens qui sont enfermés dans des camps, qui sont forcés au travail, qui sont tués par leur propre famille, parfois, sur demande de l'État, fliqués, etc., etc. On peut à nouveau parler de la Palestine aussi, où les services secrets israéliens, le Mossad, utilisent les réseaux sociaux pour faire chanter des personnes LGBT palestiniennes pour qu'elles jouent contre leur propre camp. Enfin, jouer, c'était peut-être pas le bon mot, mais pour qu'elles fassent office d'agent double en fait contre les manifestants palestiniens. Et voilà en fait l'état de l'homophobie en France et dans le monde aujourd'hui. Et ce que nous propose le gyrophare de manière concomitante avec la mairie de Bordeaux là, c'est de parler des oppressions dans le travail. Alors, on ne nie pas qu'il y en a, mais je crois qu'on a eu suffisamment de travaux de sociologues, de militants et militantes, etc., pour savoir qu'en fait, le travail, c'est la principale oppression sur nos corps et nos vies, en fait. Oui, et puis, même si peut-être que tout peut aller ensemble aussi, on n'est pas obligé de choisir non plus une lutte, mais sauf que le truc, c'est aussi, il faut voir qui on invite et comment on fait ça. Et c'est-à-dire que, genre, là, bon, on rigolait un peu au début quand je vous parlais du site, mais en fait, quand on va voir ce que c'est l'autre cercle, c'est-à-dire que quand même... C'est à vomir. C'est à vomir. C'est-à-dire qu'on a vomir un de site déjà qui nous propose des valeurs auxquelles il faut adhérer pour pouvoir entrer dans leur association. Donc je peux les citer, hein, elles sont très peu nombreuses, mais du coup, bon, il y a le respect, évidemment, l'humanisme, parce que ça c'est important aussi, l'indépendance, l'engagement et le pragmatisme. Donc voilà, déjà on est sur un truc de valeurs qui... Bah déjà c'est des valeurs, et puis c'est bien lisse, c'est très très lisse. Puis le pragmatisme, on sait qu'il est pragmatique. Hein. Puis on sait qui subit le plus, que c'est les minorités des minorités qui subissent le plus les oppressions au travail. Oui, et en plus de ça, donc si on veut adhérer à l'autre cercle,
il est mentionné qu'une cotisation annuelle est fixée à 90 €. Donc voilà, si Et on est jamais ravis. Si ça vous vous êtes trans, PD, gwyn ou bi précaire, ben en fait, l'autre cercle ne vous défendra pas Non, si vous ne payez pas votre cotisation de 90 € par an. Et ah oui, il y a la charte aussi, c'est vrai. Oui, ils vont Cette- faire cette- signer les 7 chartes. Cette très belle. En fait, Ouais. alors, ils le disent pas, hein, mais moi, je me permets de le dire, quoi. Que c'est une pratique qui est très courante dans les assos comme ça, horribles. C'est de faire payer les grandes multinationales ou des grandes entreprises, en fait, pour qu'ils aient un espèce de label, quoi, comme le label rouge pour la viande, mais là, le label gay, quoi. Pour montrer qu'en fait ils sont gay friendly et tout ça, et c'est comme ça que ces associations vivent en général, et donc Ouais. Mais je serais curieux de savoir s'il y a des salariés à l'autre cercle et combien ils sont payés. Parce que quand on voit combien sont payés les salariés de certaines associations, notamment AIDS, en France en tout cas, c'est juste absolument indécent. Il est vrai. Mais du coup, je peux peut-être citer quelques partenaires. Ouais. Oui, alors, tous les partenaires attention, absolument immondes. Préparez parce vos que oreilles. c'est une grande liste. Asseyez-vous. Alors, je vais pas faire une liste exhaustive, hein, on va s'arrêter à quelques noms, mais quoi que j'ai envie de tous les citer tellement ils sont beaux. Alors, du coup, ça commence. Donc déjà, nous avons, je vais les enchaîner. Nous avons TF1, Monoprix, Total, Volvo, Vinci, Oh mon Dieu. Sodexo. Nous avons EDF aussi, très gay friendly EDF. BNP Paribas, AXA. Nous avons aussi Orange, voilà, en fait IBM, enfin en fait il y a vraiment Dell, il y a Tous ces trucs, toute ils nous une envoient les liste, factures d'ailleurs, quand ils savent qu'on est PD, ils nous mettent un petit drapeau arc-en-ciel à côté de Une la petite facture licorne. généralement. Comme ça on est heureux. Voilà, c'est génial. Et même parce que bon, hier on est tombé sur site et on s'emmerdait un peu, donc on a un peu tout lu et tout, et on est tombé sur ce truc, c'est les associations spécifiques, mais dans le monde du travail, quoi. Oui, par corporation. Par ouais. corporation, quoi. Et alors il y avait des trucs, mais alors il y avait Mobilistou, je sais plus, Mobilise-toi, c'était le truc d'Orange. Il y avait, je sais plus comment, c'était des jeux de mots, mais c'était incroyable. Homo. Ah, bah voilà, je me souviens. J'ai perdu, Un truc on avec se souvient homo. plus. Il y avait Les jeux de mots étaient tellement pétés que même nous on n'arrive même plus à les retrouver. Et alors il y avait je sais plus, il y avait les assos des gays du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Finances aussi. Il y avait tout un Il y espèce avait nos meilleurs amis du flag, Voilà. les flics et gendarmes LGBT. et tout un espèce d'écosystème d'associations horribles qui font peur. Point. Ouais. Ouais, non mais ce qui est absolument désespérant, c'est qu'en fait c'est le management par la diversité et c'est ce dont parle très bien. Alors on l'a pas emmené ce soir malheureusement, mais c'est pas grave. C'est ce dont parle très bien Sam Boursier dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Homo Incorporated. Et le sous-texte c'est La licorne qui pète, le triangle d'or, Le triangle. rose et la licorne qui pète. Ouais, le Pète. triangle rose et la licorne qui pète. On y arrive. Et qui est vraiment un livre très très éclairant justement sur la gestion et l'utilisation des personnes LGBT et queer par le néolibéralisme et par le monde du travail. Comment nos subjectivités, nos corps, nos esprits, notre capital cool est utilisé en fait pour faire du chiffre, pour faire du rendement, pour faire du profit. Et notamment, il cite pas mal d'exemples dans le bouquin, mais ça peut être l'exemple de je sais pas, vous êtes un mec cisgenre, et puis vous avez une jolie paire de boucles d'oreilles sur une des oreilles, et puis vous avez les ongles faits, et puis dans un bar c'est un peu cool, ça fait venir une certaine clientèle, donc on va vous prendre comme serveur. Vous êtes une meuf, un peu butch, tout ça. Ah, ça c'est plutôt chouette, ça fait venir ce truc-là, on va vous faire travailler dans un lieu culturel. Comme ça, voilà. C'est pareil avec les personnes trans, parce que du coup, comme ça, on est inclusif, on fait venir des personnes trans. Ah, regardez comment on est ouvert d'esprit, on a des trans qui travaillent pour nous, mais derrière, en fait, il se passe rien. Et derrière, à l'intérieur même du monde du travail, on subit les oppressions par les collègues, par la hiérarchie, par le salaire qu'on peut toucher, ou qu'on ne touche pas d'ailleurs, etc., etc. Mais là, je Et viens on ne de... peut que conseiller la lecture de ce bouquin.
Oui, carrément. Et moi, je viens de retrouver en fait ce que je cherchais en amont de préparer l'émission depuis tant et tant de Josie. minutes. Parce qu'en fait, la charte du coup de l'autre cercle se termine par cette fabuleuse dernière page qui nous dit: au-delà des conséquences négatives sur les individus qui la subissent, la discrimination, quelle qu'elles en soient le critère, génère des dysfonctionnements dans les organisations. Et là, nous avons des exemples merveilleux comme, par exemple, une image de marque négative. Effectivement, c'est Oui. pas très sympa. Mais c'est de Et ça dont on n'a puis, pas parlé. Je suis désolé, je te coupe. Mais hier, quand on l'a lu, on avait, ils expliquaient que, en fait, ils parlent aux entreprises plus qu'aux personnes LGBTQIA+, et queer. Ils expliquaient qu'en fait, une entreprise qui discrimine, c'est une entreprise qui perd des profits. Et c'est une entreprise qui va moins vendre, qui a des risques d'être boycottée, etc. Et donc le rapport socio-économique est pas favorable à l'entreprise s'ils ne sont pas inclusifs avec nos populations. Eh bien, Ce qui est juste absolument hypocrite. Comme ils disent si bien, Et insultant. promouvoir la diversité est source de bénéfices. Voilà. Et d'ailleurs, dans le J'ai vomi 3 fois dans le mon livre micro. dans le livre de Sam Boursier, il cite un extrait d'Hillary Clinton, qui est une grande personne, et voilà, qui d'ailleurs était conseillée par Anna Wintour, la fosse, et oui, elle aussi, elle m'a piqué ma place à la rédaction du journal. non, mais qui disait c'est un truc encore pire que ça, parce que déjà il y avait la première couche de merde, c'était que en fait alors je dis pas que le faire ça au nom de valeurs humanistes ça me plaise plus, hein, mais là c'est même plus au nom de valeurs humanistes, c'est au nom de valeurs économiques, de dire voilà, la discrimination il faut arrêter parce que ça nous fait perdre de l'argent. Mais là en fait ils l'utilisent en plus pour dire pour parler des pays en développement, quoi. Alors j'ai fait des guillemets, mais à la radio ça se voit pas, hein, quand j'ai fait en développement, attention, hein. Mais parce qu'ils ont déjà fait ça sur plein de trucs, en fait. Ils ont déjà fait ça sur il y a eu les grands défis du millénaire, par exemple, c'était pour l'éducation, pour réduire la mortalité infantile, pour la place des femmes et tout ça. Donc c'était déjà une manière de dire ce qu'ils devaient faire à ces pays-là, encore une fois. Et là maintenant c'est les populations LGBT qui sont utilisées comme critère pour entrer dans la cour des grands. Avec, il y a eu aussi le travail sur la mémoire aussi, le travail sur les génocides, et pour en fait le travail sur le fait de faire croire qu'on est une démocratie pour pouvoir finalement être un acteur économique comme les autres, quoi. Et maintenant en fait il faut faire croire que qu'on en a quelque chose à foutre des populations LGBT et qu'on travaille contre la discrimination, quoi. Et ça dans les années à venir ça va être bien dégueu, hein. Merci Christine et Hilary. Ouais. Mais ce qu'on peut faire, c'est que je sais pas si on a d'autres trucs à rajouter là-dessus. On pourra peut-être, de toute façon, je sais Oui, pas on après, pourra y mais revenir. du coup, oui, t'as un texte à nous lire. C'est pas un texte pour le moment, c'est juste une... comment ça s'appelle Une kyrielle. perds mes mots. Non. Un témoignage, en fait, de quelqu'un qui a été agressé récemment. Et qui raconte son agression, en fait, pour que les gens qui écoutent, en fait, sachent que c'est une agression. Et surtout, le pire, c'est tout ce qui se passe autour de l'agression. Du coup, ça fait comme ça. Autour de minuit, à Montparnasse, après une soirée passée avec des amis dans un bar, Jean-Paul attend le premier bus avec son compagnon. On était super amoureux et j'ai posé ma tête sur son épaule, raconte-t-il. En passant leur lance, « Vous êtes dégueulasse, bande de pédés !» Je l'ai envoyé bouler, poursuit Jean-Paul, qui a souhaité garder l'anonymat. C'est le début d'un déchaînement de violence. L'agresseur a une carrure imposante. Jean-Paul est poussé violemment, roule sur le capot d'une voiture et tombe de l'autre côté, avant d'être basculé par-dessus une balustrade. Son copain a ensuite été massacré et a failli perdre un œil, dit-il. Ce dernier aura 10 jours d'interruption temporaire de travail. Pendant la 20aine de minutes qu'a duré l'agression, personne n'est venu en aide au couple. Ni le bus, qui est arrivé au moment où les coups commençaient à pleuvoir et qui leur a fermé les portes au nez, ni le gérant d'une épicerie, qui a mis Jean-Paul dehors alors qu'il tentait de s'y réfugier, ni les clients d'un restaurant à côté qui ont presque tous battu en retraite quand l'agresseur leur a lancé « Finissez-le, c'est un PD ». Voilà, parce que c'est une des réalités. Et on parle souvent des PD d'ailleurs,
mais il y a assez peu de témoignages sur... Il y en a, hein, faut les chercher, mais sur les personnes trans. Et généralement, c'est là que c'est pire que tout. Vraiment pire que tout pour ces populations. Effectivement. Et on a plombé l'ambiance. et je me souviens de ce documentaire justement qui parlait que des... qui était très PDPD d'ailleurs, mais bon, qui était vraiment pas mal. Ça s'appelait Homo la honte. Alors c'est pas la honte d'être homo, même si certains l'ont encore. Mais, Coucou Edouard Louis. Voilà, coucou bisous. Mais qui était passé sur France 2, je crois, en deuxième partie de soirée. Et il y avait plein de témoignages comme ça. Et c'était assez édifiant. Enfin, c'est sorti, je crois, il y a 2 ans, tu vois. Et... ça s'ouvrait sur un type, mais là c'était encore pire, quoi. Le type, en fait, il s'était fait embarquer dans une voiture, quoi. Il avait fini, il s'était réveillé 2 jours plus tard. Il s'était fait sodomiser, violer avec des bouts de bois et tout ça par un groupe de 6 personnes. Enfin, on l'a tabassé dans le métro. Normalement, il aurait dû mourir, mais bon, finalement, il a pu. Bon, alors moi là j'étais quand même content qu'ils soient mis en prison, ces gens-là. Enfin, désolé, je suis peut-être pas voilà, mais là c'était quand même bien. Et en fait il y avait aussi plein de témoignages de gamins, de gamines qui s'étaient fait virer de chez eux parce qu'ils étaient gouines, PD, tout ça. Et enfin ça vaut le coup d'œil, quoi, je pense. Mais c'est la réalité de l'homophobie aujourd'hui en France. Ouais, Est-ce que combat très peu en fait, voire pas du tout, surtout. Le mot d'ordre qui a été choisi par le Gyrophare et l'IDAO cette année à Bordeaux, enfin, c'est absolument... Et la Pride aussi. Oui, on pourra parler un peu de la Pride aussi, de ce qui est prévu à Paris et à Bordeaux, mais... Aujourd'hui, c'est le travail et le sport, quoi. C'est le fascisme. C'est exactement. Enfin, c'est le meilleur moyen de tenir une société, en fait, pour pas qu'elle se révolte. Enfin... C'est absolument immonde, quoi. Mais d'ailleurs, on pouvait peut-être revenir sur ça aussi, du coup, par rapport au mot d'ordre qui avait été donné par Pink Bloc il y a 1 semaine, 2 semaines. Il y a 2 semaines, il y a 15 jours. Déjà. Oh là là, le temps passe vite. et du coup, qui lui était aussi en rapport avec le travail, mais sous une toute autre forme. On avait fait une émission là-dessus d'ailleurs, mais du coup, voilà, ça fait bien écho dans l'opposition qu'il peut y avoir entre des groupes plutôt, qui se revendiquent, voilà, plutôt transpédéguines, en tout cas d'une certaine radicalité, et les inter-LGBT et le Gyrophare, tout ça, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez parlant, du coup. Ouais, mais ce qu'on peut dire, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que tout ce dont on a parlé là, ce dont Lolo a parlé, toutes ces agressions, ces témoignages qu'on peut avoir, qu'on peut lire sur Facebook, dans des articles de journaux, etc. Très souvent, par les assos officiels LGBT, l'homophobie est rapprochée des populations des quartiers, à savoir les Noirs, les Arabes, les musulmans. Et alors, on va pas nier qu'il y en a aussi parmi ces populations, mais là, tout ce dont on vous a parlé, en fait, c'est des blancs, essentiellement, en France. Moi, je me rappelle les cortèges de la Manif pour tous, c'était des blancs. Ah, ça oui. Hein. Donc voilà ce que c'est aussi et surtout le visage de l'homophobie en Occident. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Et les assos LGBT ont tendance à l'oublier ou à le déplacer vers des valeurs un petit peu nationalistes, ranspuantes. Et c'est pour ça que là, c'est un vrai enjeu qu'il faut plus écouter ces assos. Et même, et là, c'est encore pire, je pense, dans le féminisme institutionnel. Mais le truc LGBT, les assos LGBT institutionnels aussi. Mais là, on voyait par exemple la loi contre le harcèlement de la SCAPA là. Ça vise les Noirs et les Arabes en fait. Et je pense que les trucs LGBT, il va y en avoir, je pense aussi dans pas longtemps là. Ça va viser les Noirs et les Arabes aussi. C'est eux qui vont qui vont pâtir de ça. Donc une lutte contre l'homophobie, et en fait une lutte queer ou une lutte féministe, c'est une lutte contre le racisme aussi, quoi. Et en fait c'est pas négociable en fait. Non, et les deux sont très intrinsèquement liés. Ouais. Exactement. Et oui, et tu parlais de féminisme, mais par exemple, c'est clair que l'affaire Weinstein, #MeToo, etc., a été aussi un révélateur de ça. C'est-à-dire que la première...
les journalistes se sont focus sur cette histoire et ont découvert le sexisme dans le milieu du cinéma, etc. Et on se rappelle qu'il a quand même fallu attendre que ce soit des femmes blanches d'une certaine catégorie sociale qui s'expriment pour qu'on entende enfin des choses. Ce qui, alors que d'autres personnes s'agitaient et s'agitent encore et s'agiteront, et pour le coup, ces personnes-là, on les entend pas. Et je sais plus, je pense à ça parce qu'il y a une actrice, et j'oublie qui c'est, je crois que c'est Salma Hayek, qui a pas longtemps parlé de ça justement en disant que dans cette affaire-là, effectivement, de Harvey Weinstein, tout ça, la place des racisés est très tendue parce que du coup en fait si ça avait été une personne racisée et pas une personne blanche qui avait dénoncé ça en premier, on l'aurait sûrement pas écouté, et qu'en fait il faut toujours redoubler d'efforts sur ces questions-là pour se faire entendre aussi, quoi. Ouais, mais on peut citer Salma Hayek et Sandy Newton aussi parmi les actrices hollywoodiennes. Mais on se rappelle aussi par exemple sur ces questions-là Nafissatou Diallo avec Dominique Strauss-Kahn, hein. Évidemment. Enfin, on l'a pas beaucoup entendu Nafissatou Diallo, je crois. Mais je crois qu'on l'a jamais entendu même d'ailleurs. Mais... Voilà. Mais c'était une femme de chambre. Oui, exactement. Et noire qui plus est, donc... Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup avec on fait des blagues. cette bonne humeur. Non, mais c'est pas ça. Non, mais du coup, il y a un truc... Là, on a posé quand même l'état des choses tel que c'est... un état très global, hein, parce qu'on peut rentrer dans plein de détails de trucs sur l'homophobie. Mais voilà ce que propose l'IDAO et les gyrophares pour combattre ça. Il y a peut-être d'autres choses à faire et d'autres choses à proposer, non? Oui, c'est sûr. Pour ça, il faut se regrouper et puis il faut en parler aussi, quoi. Ouais. Il faut s'agiter. Ouais. Ouais, et pas lutter que pour ses petits droits. Non. Voilà. De manière blanche et hétéropatriarcale et raciste. Ouais. Et sur ce mot, je vous propose de passer un petit instant musical. Ouais. Oui. On écoute quoi? On écoute Faces. De Clio, ouais. C'est ça. Très bien. À tout à l'heure.
Et nous revoilà. Alors, du coup, pour continuer dans tous ces mouvements de lutte qui concernent la cause homosexuelle française. Ah, pardon, j'ai pas lu mes annales. C'est une proposition. Écoute, on verra ça après l'émission. Du coup, pour continuer Pourquoi sur pas la pendant lancée. Mais arrête, tu me gênes. Bon, ça suffit. Du coup, pour continuer, nous allons continuer du coup voilà sur la Pride. La Pride, comme on l'a rappelé un peu plus tôt, qui cette année à Bordeaux sera le 2 juin sous le signe du sport. Non, Non, c'est à parce qu'à Paris, Bordeaux, ça. c'est un autre mot d'ordre. Il y a un mot d'ordre national à Paris. Ah oui, pardon. Et à Bordeaux, il y a un autre mot d'ordre. Bah, vous voyez, je suis pas à la C'est page. sur le signe de la République qui est à Bordeaux. Ah, voilà. Et ben j'adore apprendre ces nouvelles en plan direct, ça m'émoustille. Donc du coup, nous allons continuer sur la Pride et je crois que Anal a quelque chose à nous dire. Ouais, j'ai plusieurs trucs à lire surtout. On adore quand tu lis. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est encore faire les faits. Désolé. C'est que le mot d'ordre qui a été choisi par l'inter-LGBT cette année pour la Pride de Paris, c'est les discriminations au tapis, dans le sport comme dans nos vies. Ça, j'avais juste. Bon, ouais, voilà. Alors, je vais faire que lire des trucs, je suis désolé. Non, si tu commences en t'excusant, Oui, je vais non, pas faut que t'écouter. j'arrête. Hein. Ok, faut que j'arrête de m'excuser. Vis ton Donc, texte. non, mais j'en ai deux, c'est pour ça. Bon, j'en ai un Vis très tes court et un textes. très long. Il y a un militant racisé LGBT sur les réseaux sociaux qui a écrit un court texte en réaction justement au mot d'ordre qui avait été choisi par l'inter-LGBT que je vais vous lire, que je trouve assez juste. Qui dit « Pendant que les communautés LGBTI s'organisent pour lutter contre le sida, que ACT UP se mobilise sur les occupations étudiantes dans les universités, après la création d'un pôle radical à la marche des fiertés de Paris en 2016, après que des militants et militantes aient bloqué le char d'En Marche en 2017, après tous les pink blocs organisés contre la loi travail et contre la politique de Macron, alors que la loi Collomb vient d'être votée et qu'on apprend qu'un militant homo de Heads risque d'être expulsé en Guinée, que des personnes séropositives n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour, alors que le fascisme et l'islamophobie montent de façon inquiétante dans le pays, pendant que nous apprenons des agressions violentes contre des personnes LGBTQI, comme cette brigade anti-trave, face à une loi pour le CEC insuffisante et au débat incessant sur la PMA, bref, alors que les minorités sexuelles et de genre bougent de toutes parts et se radicalisent, que les colères sont nombreuses et que les urgences ne manquent pas, l'inter-LGBT annonce un mot d'ordre pour la marche des fiertés portée sur le sport. On croit rêver. C'est de pire en pire. C'est vrai qu'en tant que PD, le lieu où je subis le plus de discrimination dans ma vie, c'est au Gym Club du Louvre. C'est vrai que la majorité des LGBTQI jouent au football et boivent du jus de betterave. Pour qui marche l'inter-LGBT ? Pour le gouvernement ? Pour la ville de Paris ? Pour les Gay Games ? Pour les JO en 2024 ? Pour les flics et les colons ? En tout cas, certainement pas pour nous. Et ce ne sont pas quelques mentions maladroitement lancées en l'air dans un communiqué que personne ne lira qui changeront grand-chose. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris que l'inter-LGBT agit comme notre ennemi, on ne pourra pas avancer. C'est ça le prix d'une coupe de champagne à l'Élysée, usurper et appauvrir les mobilisations de tout un tissu associatif et militant. Voilà. Ça, c'était pour la Pride de Paris. Et c'est plutôt bien envoyé, je trouve. Et à la Pride de Bordeaux, on a ce mot d'ordre républicain fantastique qui dit « Liberté, égalité, fraternité pour toutes et tous, ça s'apprend ». Je crois que c'est des messages envoyés clairement au Pink Bloc et au Pink Bloc qui était présent à la Pride de l'an dernier. Et puis il faut savoir deux choses en plus de ce mot d'ordre très républicain. C'est que la manifestation va partir de la place de la République à Bordeaux, comme les cortèges syndicaux, une place qui est dans un endroit où personne ne va, où on a déjà dit c'est entre le palais de justice et la morgue. Et le parcours s'est réduit à une peau de chagrin. Le parcours est plus court que celui de l'an dernier, qui est déjà pas très long, qui fait même pas un quart de la ville, et que les soirées officielles, à nouveau, cette année, sont organisées à l'Ultra, dont on a parlé à l'émission précédente, au Coco Loco et au Red Gate. Voilà, donc on est ravis.
Et du coup, moi, en voyant ça, j'ai ressorti un vieux texte qui a été écrit par Lala Coscarigné sur un site qui s'appelle minorité.org, qui est en stand-by depuis un certain nombre d'années maintenant, en juin 2011, et qui s'adressait à l'inter-LGBT et aux politiques de l'inter-LGBT. Et qui, je trouve, peut tristement encore s'adresser aux gyrophares et à la mairie de Bordeaux. Et toujours à l'inter-LGBT avec le mot d'ordre de la Pride de Paris. Ça s'appelle Le coq et le tas de fumier, fable fatiguée. Donc 2011. Il y a un an déjà, l'inter-LGBT avait sorti de son chapeau un coq en affiche pour la marche des fiertés. Et j'avais ressenti de la joie en me disant « Enfin, ces gens montrent qui ils sont ». La volée de bois vert qui a suivi a eu raison du poulet du PS. Sauf que j'ai eu le sentiment que tout n'avait pas été dit, loin de là. J'ai mis du temps alors à rassembler mes idées, parce que j'adore papoter, mais écrire sur la politique me pèse. Voilà ce que je voulais dire. Et le texte est dédié à Abdelmalek Sayad. Il s'agit de déclarer que la modernité occidentale est en fait incomplète et probablement imparfaite. Il existe de meilleures façons de faire qui peuvent émerger dans d'autres parties du monde en train de se moderniser. Telle est l'affirmation qu'il nous revient de soutenir. Je n'ai de cesse de dire, il existe de multiples exemples de pratiques locales dans lesquelles ce genre de pensée et de fonctionnement novateur a réellement trouvé sa place. Il s'agit à présent de trouver un cadre discursif plus large qui soit différent, neuf et innovant. C'est là que l'héritage colonial joue un rôle contraignant. Il n'a en fait pas permis la constitution de cette représentation plus large. La prétention de la modernité occidentale à être un discours achevé et complet pèse d'un poids énorme sur les tentatives qui peuvent avoir lieu dans le monde. Il y a une puissance discursive de la modernité occidentale qui lui permet de prétendre être capable d'englober à peu près tout ce qui peut arriver dans le monde. Ainsi, une grande partie des innovations locales ne sont-elles jamais reconnues dans leurs différences spécifiques. Ces différences sont tout bonnement effacées. Partha Chatterjee. Et donc là, la reprend. Ouf, soulagement. Finalement, dans cette affaire de coq affiché, on n'a pas été en reste des réactions dénonçant le caractère blanc, raciste, ségrégant et ringard de l'affaire. Et je rajoute juste en commentaire, on peut dire la même chose du mot d'ordre de la Pride de cette année choisi par le gyrophare. Elle aura rappelé la déconnexion du PS, dont on sait qu'il tire les ficelles des directions successives de l'inter-LGBT depuis au moins 15 ans. D'avec les préoccupations des associations qui sont censées tisser l'organe suprême, flirtant avec les symboles d'une hexagonalité marketée et rance. Un sursaut salutaire donc, une forme d'entre-deux tours avant l'heure qui aura au moins réussi à faire voler ailleurs la volaille nationaliste. Ouf donc, soulagement donc, presque en fait. Parce que voilà. Il y a un truc que cette affiche ne montre pas, un truc hors cadre, qui pue dans la cour de la ferme républicaine et dont aucun analyste ne s'était approché. Le tas de fumier. Parce que ce coq n'est pas arrivé par hasard au perché. Des mécaniques se sont mises en place pour en arriver là, qui n'ont pas commencé à s'actionner il y a juste 2 mois dans la tête de publicitaires par téléphone mobile. Il a fallu un gros tas de merde pour que Coco puisse chanter sa Marseillaise en boa, un tas de fumier qui s'écrit LGBT, ou transpédéguine, ou n'importe quelle formule baba bobo queer. I'd like to express my extreme point of view. Je voudrais juste ici réaffirmer mes convictions. LGBT est une alliance fictive, impérialiste et qui sied parfaitement à la machinerie capitaliste. LGBT invisibilise, freine et ou empêche l'émergence de singularités culturelles propres à chacune de ses composantes, les plus minoritaires au bénéfice de la plus dominante, les mecs blancs. LGBT entretient un vaste flou intégrationniste et lessiviel. LGBT empêche aussi, et ça c'est malin ou pervers, de critiquer précisément l'hégémonie des mecs au prétexte de leur gaïtude et queeritude. Mais ne vous leurrez pas, les copains gays. Les espaces de domination ne se concentrent pas tous dans les bureaux ou les vestiaires de l'hétéropatriarcat. Ils ont muté et ils s'apparentent aujourd'hui plus à l'hétéromopatriarcat. Souvent d'ailleurs à la pointe de l'entreprise blanc-triarcale. Mais ils n'y sont pas seuls non plus. Le blanc-triarcat étant un réservoir malheureusement assez vaste pour qu'on y retrouve aussi un bon nombre de femmes féministes et d'hommes issusiens. Ceci dit, mon expérience d'hétérosociabilité en tant que femme hétéro trans est récente. Et si, à la Wakbar, pas mal de mecs hétéros ont pointé les limites du système, straight, sachant bien que la réalité est d'une autre nature. Je témoigne volontiers que dans la maison des hommes hétéromos, les fiottes sont bien les hétéros, toujours à fuir une assignation au virilisme, et la relation à l'autre en refusant toute forme de confrontation politique au modèle « naturel », entre guillemets, dont ils ne savent quoi faire, mais qu'ils finissent par accepter en le subissant. Au moins un PD dans l'espace public est contraint à une responsabilité politique permanente, celle de son coming out. Come on, check it out with me.
Pour essayer d'étayer un peu mon propos et d'illustrer l'absorption des luttes qui se cachent derrière leur convergence, je vais m'attarder un peu sur le texte de Jacques Fortin, quasi fondateur des UEEH, militant de longue date à la LCR-NPA, cité plus haut. Passons sur son mépris pour le sas de construction de soi comme espace de non-mixité que peut représenter le Marais. C'est ironique que je sois moi en train de défendre ce quartier, non ? Non, en fait, il m'a fait vivre pendant 3 ans. Fortin déplore lui aussi la bêtise fachiote de l'inter-LGBT. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on relie en écho sa participation aux débats qui ont traversé le NPA, au moment où des militants musulmans ont quitté le parti. Il s'attache à démontrer la mise en péril du pacte républicain, des prolos que ferait vivre l'apparition de militants visiblement musulmans et musulmanes au sein du NPA. Trop de foulards tue le genre humain, visiblement. Et pour mieux illustrer son propos, l'ami Jacques rajoute en note de fin, histoire de rappeler aussi d'où il parle et d'alimenter insidieusement la figure repoussante des musulmans, entre guillemets. On rencontre d'ailleurs la même fragmentation des oppressions avec l'homophobie, lesbophobie, transphobie, biphobie, etc., qui, si chacune rend compte d'un aspect réel des violences subies, oublie du coup que l'homophobie n'est qu'un dégât collatéral du sexisme, cette construction normative du monde, à partir de la séparation du travail, des rôles, des hiérarchies, des droits, des devoirs fondés sur la différence biologique des sexes et l'asservissement des femmes. Fermez les guillemets. Bravo l'artiste, on comprend mieux enfin d'où vient le danger qui guette la lutte contre l'homophobie, poupée russe, le sexisme, poupée russe, la norme, poupée russe, et le capital. C'est l'émergence d'un discours spécifique des plus dominés. Ah ok, on veut bien entendre les piaillements des unes lesbiennes et des autres bi ou trans, mais que ceci ne nous détourne pas du sentier final. Plus rien à dire et tais-toi. Dévoile tes cheveux, rase ta barbe, rentre dans le rang, blanc et laïque, et accessoirement gay. Joli d'ailleurs aussi comment il renvoie la religion à la sphère de l'intime, construisant un même placard contre lequel il a dû lui-même se battre il y a quelques décennies. Voilà comment LGBT existe pour que les gays ne ratent rien du combat contre la norme hétéro, tout en pérennisant la politique blanche et laïcarde de la République française. La révolution, oui, mais républicaine. La subversion, oui, mais surtout pas imprégnée de culture et pratique de l'immigration coloniale. Dégage avec ton foulard. Et toi aussi avec tes hormones. Moins fort, s'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. Et Fortin ne pense pas seul. Il a de nombreux alliés. Regardez Fourest et son réseau tentaculaire dans les médias. Fourest au PS et les militants qui l'applaudissent à tout rompre quand elle déplore la gauche qui se fourvoie dans la défense du multiculturalisme. La gauche qui n'est pas de droite, rappelle. Nous, gays et lesbiennes, défenseurs des minorités LGBT, sommes de bons laïcs, de bonnes féministes, et nous vous montrons du doigt ce qui nous embête. Les femmes voilées qui jouent la dispersion, les hommes barbus qui jouent l'oppression. Que Fourest et Fortin aillent vivre à Tribeca, et qu'ils y restent. And I just realized that nothing is what it seems. Voilà à quoi sert la mécanique LGBT, à donner des gages à la République, tout en maintenant le contrôle sur les plus précaires politiquement, à nourrir la bête blanc-triarcale en maintenant l'illusion de minorité intégrable. Donnez-nous le mariage et on vous fera des petits Français, contre la classe sociale sauvage, non parlée ou malade, à empêcher de penser les identités politiques bi et trans de manière autonome et ou en lien avec les politiques anticoloniales. La réalité d'espace politique lesbien non mixte est critique et indéniable, je ne m'attarde pas là-dessus. Pourquoi les féministes ne sont-elles pas en première ligne ? Et puisque je suis là, je voudrais tenter une petite contre-histoire des mythes qui a servi à construire LGBT. New York, Stonewall Inn, juin 69. Et si on regardait de biais la narration de ce qui acte le déclenchement des luttes de libération gay ? Peut-on la faire résonner avec les émeutes de jeunes femmes trans contre le harcèlement de la police à la cafétéria Compton, à San Francisco, 3 ans plus tôt par exemple ? D'autant qu'on sait qu'en 1960, gay était le seul terme pour désigner indifféremment les PD, les gouines et les travestis. On sait aussi qu'au Stonewall Inn, ce sont principalement des lesbiennes et des drag queens, racisées. Combien ont transitionné ensuite, l'arrivée des hormones ayant bouleversé alors la vie de plus d'une ? Qui ont commencé les émeutes ? Pourquoi l'écriture de Stonewall serait-elle la mainmise des gays, leur permettant ainsi de raconter leur lutte d'émancipation aux dépens de celles qui les ont déclenchées ? Comment ne verrait-on pas alors l'exigence des militants et militantes trans des décennies suivantes de ne plus les omettre dans les revendications du mouvement gay et lesbienne autrement que dans une demande de justice et de réparation ? Et si les gays, courants intégrationnistes, les plus paternalistes, « Oh, viens ma petite poupée tarée, je vais te dire que tu es belle et te protéger contre les méchants. Oh, regarde, je fais même une journée mondiale de lutte, t'as vu ? Tu restes gentille, hein ?» Comme courants contestataires, les plus exotisants.
Je suis trop transgressif, ma sœur. Je joue avec les genres en me travestissant. Trop classe, cette queer zone. Non, mais regarde. En fait, moi aussi, je suis trans dans ma tête. Quoi? Oh, mais si, on est pareil. Les plus exotisants avaient vu là une occasion de s'offrir la subversivité à bon prix. Pourquoi les instances associatives gays en France, il y a à peine 10 ans, continuaient à nous considérer, à l'instar des psychiatres du service public français, comme des malades mentaux incapables de raison politique? Et surtout, pourquoi les personnes trans continuent aujourd'hui encore à perdre une énergie et un temps incroyable à rappeler aux gays leur spécificité, alors que ceux-ci n'en ont rien à battre et que nos revendications doivent être portées par tous, qui luttent à nos côtés contre l'indignité dans laquelle les politiques nous laissent? Pourquoi les féministes ne sont-elles pas en première ligne? There is too much confusion. Et puis, puisque je suis toujours là, pourquoi faisons-nous croire que trans et homo partageons le même combat? Une personne homo a-t-elle besoin de passer par un psy pour pouvoir être elle-même? Non. Une personne homo va-t-elle découvrir une médication à vie pour être homo? Non. Une personne homo doit-elle suivre des opérations de chirurgie lourdes pour vivre sa vie? Non. Une personne homo va-t-elle devoir faire face aux pires humiliations d'experts des tribunaux pour obtenir des papiers d'identité qui vont lui permettre d'exercer pleinement sa citoyenneté? Non. Une personne homo va-t-elle être tenue de baisser régulièrement sa culotte devant des inconnus pour expliquer qui elle est? Toujours non. Une personne homo doit-elle pour exister se résigner à être stérilisée? Non. Une personne homo a-t-elle besoin d'accessoires pour se travestir? Oui. Ah, comme moi là. Eh oui, parce que rien ne m'empêche, si je veux, de me faire une moustache et de jouer au bonhomme. Pas plus que rien ne m'empêche de me mettre une perruque pour performer une autre féminité que la mienne. Et puisque je suis toujours là, merci de cet espace. Je voudrais interpeller plus précisément mes camarades de classe. Pourquoi ne pas penser nos identités pour ce qu'elles sont, dégagées de ce puits sans fond et aux parois à miroir qu'est le genre? Parce que si on veut être honnête avec nos histoires, si le masculin et le féminin fonctionnent chez nous comme une forme d'énergie libidinale, et là je mixe Freud et Jung, qui nous emmène à nous-mêmes, sommes-nous définis uniquement par les questions de genre? Pour ma part, je suis convaincu du contraire. Regardez le nombre de mecs trans efféminés, homo ou pas, et de femmes trans butch, lesbiennes ou pas. J'aurais pu être un mec folle aussi, non? Pourquoi devrais-je avoir peur de se demander ensemble pourquoi nous sommes ce que nous sommes sans les sempiternels prismes de l'orientation sexuelle et du genre? Pourquoi faut-il que nous nous inscrivions toujours dans cette triste et pauvre ligne chronologique? Pourquoi avons-nous besoin d'être gardiennés par des universitaires queer et des clubbers travestis? Pourquoi ne peut-on pas penser nos identités en lien, par exemple, avec celles des femmes qui portent la burqa, le sef sari et le haïk? Pourquoi ne pas tenter de faire vivre cette formidable multitude hétérotopique qui sont essentiellement nos corps? You got to let it be. Bon, je voudrais pas abuser de l'hospitalité de minorité et de l'MSI. Mais avant de finir, je voudrais me permettre aussi une ou deux questions à l'attention des gays. Après tout, fut un temps où j'ai fait ce que j'ai pu pour vous, probablement pour ne pas avoir la sensation d'être redevable de ces années où vous m'avez hébergé. Je m'autorise donc quelques suggestions. Quand vous demandez l'égalité des droits, plutôt que de demander le mariage pour tous, pourquoi n'oseriez-vous pas exiger le mariage pour personne? Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il est temps aussi de repenser les politiques du coming out, de l'outing et du placard? Pourquoi ne pas admettre qu'il y a aussi des endroits où le non-dit est aussi source d'équilibre et d'harmonie? Enfin, à qui ont servi ces années de lutte pour plus de visibilité? À Marc-Olivier Fogiel, Bertrand Delanoë, Caroline Fourest, Muriel Robin, Pierre Berger, Pink TV? Qu'ont-ils fait des années de lutte du phare? Ils ont juste transformé les parois de leur placard en plexiglas, mais préservé l'économie individualiste de leur petit entre-soi. Bon, allez, j'arrête. Oligarchie blanc-triarque et collabo. Le monde a bougé, la terre a tremblé, les peuples essaient la révolution ici, résistent là, et les lignes de friction ne peuvent plus désormais se lire selon un paradigme dont la pertinence politique a fait long feu. Sauf à faire vivre l'oligarchie blanc-triarque et ceux qui en font leur beurre, les universitaires queereux entre autres, finalement bien collabos dans leur volonté de tout déconstruire jusqu'à dématérialiser les oppressions. Il est temps de fabriquer une autre imagination et d'être un peu moins impuissant face aux sorciers capitalistes, d'injecter dans cette histoire un peu de démocratie, celle de Rancière ou celle de Taipan. Don't it make you smile. Voilà, je viens d'avoir 40 ans il y a quelques jours. Je suis une femme blanche, hétéro, trans et issusienne. Je me souviens, il y a quelques années, en début de transition, quand au cours d'une réunion, Tom Rusher, un des fondateurs de l'Exit Trans, et aujourd'hui psychologue clinicien, avait dit qu'on, il cite, n'aurait préféré ne pas avoir en passé par là. J'étais triste.
Je trouvais que son propos manquait de sens politique et de fierté. J'ai fait plein de trucs dans ma vie, déjà. J'ai milité à ACT UP, aux premières heures du groupe, partagé 12 ans de ma vie avec un homme extraordinaire, fait mon trou à Canal+, jusqu'à y animer une chronique très christique, dirigé un bar. J'ai vu des gens m'adorer, me mépriser, me dégoûter, et certains revenir me sucer. Je me suis confronté à quelques-unes de mes limites, un tracé d'intégrité, jusqu'à apparaître pour une intégriste, jusqu'à savoir aussi retrouver les miens. Je ne regrette rien de ma vie. Pourtant, je comprends enfin ce que disait Tom. Peut-être aurais-je aussi connu moins de précarité sociale et affective, ne pas avoir besoin de prendre sur soi trop souvent, moins de temps perdu à réfléchir au regard de l'autre, moins de temps à attendre, moins d'énergie prise pour se justifier de toutes parts. Et puis sûrement, jamais je n'aurais vu mes parents ne pas me reconnaître pendant si longtemps. Oui, j'aurais préféré être née fille. C'est pas subversif, hein. Voilà. Eh ben, très beau texte. Oui, et toujours d'actualité, malheureusement. Effectivement. Et fuck l'inter-LGBT. Et des bisous à Charlie Hebdo et Marianne aussi. Ok, bah, est-ce qu'on veut réagir là-dessus ou est-ce qu'on continue à lire des choses Je crois que Lolo devait aussi avait quelques trucs à nous dire. Mais je sais pas s'il est très... Enfin, le texte dit beaucoup de choses dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. Donc, Oui, je trouvais qu'il résumait bien beaucoup de choses. Tu me le passeras ? Oui. Mais il est trouvable sur le site de Minorité qui est encore en ligne. Eh ben, j'irai le chercher alors. Bon, bah, du coup, Lolo, oui. On t'écoute. C'est moi, c'est Lolo. Je suis là pour vous rincer. Tu vas nous rincer à quoi ? Je vais vous rincer à l'humour. Hein. À POL. À la Au champagne. Alors, ouais, je vais vous lire pour faire un peu de légèreté dans cette émission un peu morose. C'est le moment de faire des clins d'œil aux nuages. Le début, Mélanie. comme disait Mel. Je vais vous lire juste le début, l'incipit même, du livre ONG point d'exclamation de Yegor Gran. En gros, moi je trouve que c'est un peu dans le thème. Ça parle d'une ONG dans l'environnement. Bon, vous remplacez La Foule est verte par l'autre cercle, ça va marcher. C'est écrit en 2003. Ça commence comme ça. La foule est verte, la foule est verte. On n'entend plus que ça. Partout, dans les journaux. La foule est verte ceci, la foule est verte cela. Des mots durs souvent, des calomnies. Et des questions, forcément, pour ma personne comme pluie acide. Explique-nous, Julien, toi qui as fait partie de l'élite. Punaise, éclaire la lanterne. Qu'est-ce donc que cette foule est verte qui a semé tant de troubles dans notre petite ville ? Je sens dans ses propos comme une attaque injuste. Les gens ne retiennent que les aspects négatifs de la guerre. Alors j'essaye d'expliquer, calmement, sans bégayer, que la foule est verte mérite notre respect. Car la foule est verte n'est pas de l'écologie ordinaire qui se contente de ramasser les bouteilles en plastique sur les plages. Elle n'est pas rentière, cette écologie-là, des négligences du consommateur. Elle ne passe pas son temps à aider les personnes âgées dans l'autobus. La foulée verte ne se résume pas à lire la composition des cornflakes avant d'en acheter, pas uniquement en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est, Julien ? La foulée verte est un combat contre soi-même. Chasser les démons des égouts de son âme. Se dépasser. Prouver que chaque cellule de notre corps, chaque pensée de notre esprit mérite l'espace-temps qui leur est alloué. C'est cela la foulée verte, et rien de moins. Une exigence permanente. Ça vous déraille le train-train mini-bourgeois. Admettons, mais peut-on approcher ton idéal de la foulée verte par la violence ? Toi qui as vécu aux premières loges du conflit, n'y vois-tu pas quelques contradictions avec votre idéologie pacifiste ? Ma réponse les étonne. N'en déplaise aux hypocrites, la guerre, comme beaucoup d'activités humaines, peut se transformer en un catalyseur d'épanouissement personnel. Celui qui l'utilise à bon escient, au moment propice, en restant critique envers soi-même, celui qui sait garder dans la guerre son cœur d'enfant, celui-là se rapproche de son absolu. Notre grand duel avec enfance et vaccins, malgré ses débordements malheureux, comme dans toute guerre hélas, est un exemple de droiture. Des preuves, Julien, assez de ce blabla mortel théorique, du tangible, du béton. J'en ai des tonnes, justement. Prenez mes camarades, prenez Josas, Celsa,
etc. La guerre leur a ouvert des horizons nouveaux. Quelques jours de lutte ont suffi pour que leur vie prenne ce tournant mystique dont on rêve tous. Avant, ils vivaient leur quotidien. Ils démontaient les usines polluantes et traquaient les braconniers. Ils interpellaient les politiques et arraisonnaient les tankers. Ils servaient la noble cause de la foulée verte, ce qui n'est pas rien. Mais leur exaltation de jeunesse avait cédé la place à un professionnalisme morne. Sans l'aiguillon, enfance et vaccin, ne risquait-il pas de se fourvoyer dans un militantisme au Roland bureaucratique ? Prenez Ulysse, un mois avant l'embrassement. Le grand Ulysse, l'homme qui a fait l'Exxon Valdez, le timonier de l'arc-en-ciel, le camarade aux 1000 médailles, solide, ouvert, altruiste et... Que sont les mots pour qualifier une personne remarquable ? Les mots sont des papillons. Leur danse ne change pas le paysage majestueux. On les écrit, on fait des efforts, et ils s'envolent, ingrats, emportés par un souffle puissant. Mes mots, un éternuement d'Ulysse suffirait à les pulvériser. Seul reste l'immensité, et mon incapacité à les décrire. À la décrire. Détruire, dit-elle. Cela dit, j'ai beaucoup progressé. À la foulée verte, mon écriture a mûri. À force de transcrire les réunions de travail, j'ai pris du métier. C'est en forgeant qu'on devient écrivain. Pourtant, je n'avais pas postulé pour écrire, enfin, pas spécialement. Je cherchais un stage qui donne du lustre à une vie franchement terne, tout en mettant en valeur mes nombreuses qualités inexploitées, à savoir mon désir du travail en équipe, mes préoccupations éthiques, mon respect des hommes, car ce sont eux qui font l'opulence du corps social, mon envie de dépasser les clivages travail-loisir, et bien d'autres qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, mais que j'ai pris soin de mettre dans ma lettre de motivation. J'ai écrit tout le mépris que j'avais pour le tissu économique où poussait ma famille. Un paternel ingénieur, fourré dans la zone industrielle, collectionneur de cartes postales de Clamart, la terre de nos ancêtres. Une maternelle au foyer, comme une brave maternelle qui se délabre, sans autre ambition dans la vie que la décoration de notre pavillon et la belle mine du frigidaire. J'avais 25 ans. Évidemment, à 25 ans, je me préoccupais déjà de notre environnement à ma modeste échelle. Je triais mes déchets. Je montrais du doigt les pots d'échappement qui expectoraient. J'évitais de manger les plats avec des colorants, qu'ils fussent ou non d'origine animale. Comme shampoing, je prenais Timothée aux plantes médicinales. Je regardais de haut les comportements consuméristes et je me méfiais de la publicité. J'essayais d'arrêter de fumer. J'étais descendu à 4 cigarettes par jour. Ces minuscules combats du quotidien, je les ai notés dans mon CV. Écrit CV d'ailleurs. Sans embellir, ni rien. J'ai joué l'honnêteté. Je me suis appliqué à construire des phrases simples, au ton délié, propres à me rendre sympathique. J'ai adressé le tout à la foulée verte, antenne régionale, 101 avenue du Général Leclerc, le grand immeuble que vous connaissez, avec le drapeau de la foulée verte à son sommet, et l'inscription La foulée verte en lettres néon. J'ai été admis aux entretiens. Une lettre sobre, presque spartiate. Monsieur, vous êtes admissible. Ça m'a fait un choc. C'était la première fois que l'on me prenait comme dans du beurre, aussi facilement. J'en ai conçu un immense espoir. Ulysse m'a fait entrer dans son bureau. Et là, d'emblée, j'ai compris que je n'étais pas dans une entreprise banale. Au-dessus de l'ordinateur, là où les PDG ordinaires accrochent un tableau, sans se rendre compte qu'ils soulignent ainsi leur soumission à l'ordre mini-bourgeois, fait de stéréotypes autant sociaux qu'esthétiques, Ulysse avait mis une grande photo du détroit de Prince William. C'était marqué en bas. Où les plages magnifiques, fraîchement enneigées, se découpaient sur une longue traînée de cirage. Les bras en croix, il a gémi. Le golfe de l'Alaska. Nous sommes le 24 mars 1989. Jour maudit. La pendule s'est arrêtée. 250 000 barils de brut. Un Hiroshima écologique. 250 000 oiseaux de mer. 2800 otaries. 22 baleines. Mon karma souffre. Puis elle a chuchoté le nom Oni. Exxon Valdez. Je restais sans voix devant la beauté souillée par la négligence humaine. Après une minute de silence, il a pris ma graphologie et les résultats du test de Rorschach, qu'il a lu attentivement, puis il m'a dit de sa voix paisible. « Ton CV me plaît. Je sens comme si tu portais en toi le tigre à la montagne, une fougue, une impatience à en découdre. Seulement, il faudrait arrêter de fumer. T'as encore grave de choses à découvrir, petit. Tu voudrais faire quoi à la foulée verte ?
J'ai compris que c'était une de ces questions classiques qui servent à vérifier la motivation et j'ai déclamé sur un ton enthousiaste. Contre, châtier, mot, nucléaire, folie, planète, sauver les hommes, pollution, zizi, trash fond. En réalité, je ne bégayais pas tant que ça. D'ailleurs, on me comprenait très bien, que ce fût à la boulangerie, au café ou chez moi. Mais là, j'étais nerveux. Il y avait mon avenir en jeu. Je bafouillais plus que d'habitude, et plus je bafouillais, plus j'étais nerveux. C'est l'engrenage classique du bègue. Alors, pour les mots que je n'arrivais pas vraiment à prononcer, j'ai cherché des équivalents, avec des hauts et des bas, je le reconnais. Il a fait une grimace. Calmos, petit. Laisse tes nerfs en paix. On n'est pas à l'armée ici. Curieux qu'il m'ait dit ça compte tenu de ce qui s'est passé ensuite. Exprime-toi calmement. Personne te mangera. Alors j'ai répété. Peut-on, industriel, au monde, quelques mains laissées, pollute, pollure, polluche, vigvam. Il a hoché la tête. Celsa, viens voir. Du bureau voisin est entrée Celsa. Elle portait une. Sa bouche était. Les yeux, le nez, la démarche, un élastique rose, épais comme une jarretière, serré les cheveux en un bouquet qui. La gorge sèche, je me suis surpris à mordiller la langue. J'avais envie d'une cigarette là, en plein entretien. Dis-moi, Celsa, le Julien là, il est bègue. Ah bon? C'est pas marqué sur sa grapho. Comment veux-tu qu'on le garde? Il sera incapable de prendre la parole dans les contextes hostiles, face aux grands industriels, face aux journalistes. Celsa a hoché du menton. Pardon. Celsa a hoché du menton. Sa lettre de motivation est bien écrite pourtant. J'allais répondre par une longue tirade où je voulais expliquer que je n'ai jamais été un parleur, certes, surtout avec mon bégaiement, mais que je me défendais à l'écrit, car je voulais devenir écrivain plus tard, quand j'aurais suffisamment défendu de nobles causes et progressé socialement, car il n'y avait pas de raison, car tout le monde publiait pourquoi pas moi, car je me sentais tourmenté de l'intérieur, qu'à la misère du monde, car... Voilà ce que je voulais dire, mais j'avais la langue prise dans la gorge et je ne savais comment aborder la phrase. J'ai juste fait quelques gestes. Ils n'ont rien compris. Dialogue de muet. Ulysse s'apprêtait déjà à envoyer mon CV dans la corbeille de recyclable quand Celsa a eu l'idée qui a débloqué la situation. Avec son défaut d'élocution, on peut le faire passer en quota handicapé, si l'on brode un peu. 1. Le ministère de la Solidarité nous débloquera des subventions. 2. On nous fera mousser en comité central. Tu gagneras en notoriété et qu'une antenne régionale comme la nôtre se préoccupe autant du sort des anormaux, ça en bouchera plus d'un là-haut. Ulysse a protesté. Les déficients travaillent mal. Alors Celsa a éclaté. Elle a dit tout le mal qu'elle pensait des individus qui n'aimaient pas les handicapés. Elle les a réduits en poudreuse, eux et leurs préjugés dignes du Moyen-Âge. Ulysse n'en menait pas large. Lui, le caïd qui a fait Lexon Valdez, pampan cucu, une femme en colère, c'est redoutable. Alors Celsa, il s'est tassé dans son fauteuil de chef de corps. Les badges de la foulée verte qu'il exhibait à la poitrine ne le soulevaient pas plus que les pagnes indiens ne protégeaient des balles USA. Miraculeuse Celsa, tout déconfit qu'il était. Pour finir, elle lui a demandé « C'est-il pas toi qui avais besoin d'un secrétaire ?» Et c'est ainsi que j'ai décroché mon stage. Le soir, face à mon paternel, je jubilais. Il était coincé dans son micro-fauteuil en cuir d'animal. Il sirotait son monde de mini-bourgeois pour se donner de l'importance. Il n'en lisait pas le tiers, c'était de la figuration. Le Monde, les énormes pages remplies de nouvelles allaient à la poubelle chaque soir, et moi je songeais aux arbres qu'il avait fallu sacrifier pour satisfaire, chez lui comme chez ses semblables, cette odieuse soif de paraître. Le pétrole va encore augmenter, a dit paternel de sa voix de messie. Je savais qu'il pensait à notre fioul domestique. Il se réjouissait d'avoir fait le plein il y a quelques jours. Le petit pavillon propre que l'on habitait aurait sa dose de calories à moindre frais. Je n'ai pas répondu. Je me contentais de le fixer. Il devait y avoir dans mon regard une arrogance insolite, car paternel m'a examiné longuement. Je ne baissais toujours pas. Alors le monde a été plié, les demi-lunes rangées, ses petits yeux foncés m'ont scanné, et, ne trouvant pas d'explication satisfaisante à mon étrange attitude, le paternel s'est inquiété de mon avenir. « T'as eu des réponses pour ton stage d'été? Tu veux que j'en parle dans ma boîte? J'ai des bonnes relations avec les établissements Machepeau. Tu sais, les pots d'échappement. Ils auront besoin de quelqu'un en août. Et là, avec mon offre de stage en poche, j'ai enfin pu enduire le paternel de condescendance onctueuse. Ta petite vie de merde, avais-je envie de lui dire. Ton pavillon de merde, ta Volvo de merde, ton monde de merde et le reste de merde également ne valent rien à côté de la grandeur de la foulée verte qui m'a admis en son sein. Tudieu,
Je ne sais pas ce qui m'a retenu. Je lui ai lancé le mot générosité à la figure. Il m'a regardé de ses yeux aspirines. On voyait qu'il ne comprenait pas. J'ai répété « Générosité !» plusieurs fois, sur tous les tons. « T'es cironégé, quoi !» je criais presque. Il n'avait rien à faire. Le service d'une grande cause, le sacrifice du confort personnel pour le bien du collectif, tous les merveilleux altruismes auxquels j'avais accès maintenant, lui ont toujours été impénétrables, et ce n'était pas sa messe de dimanche qui y changeait quoi que ce soit. « Pourquoi tu t'énerves ?» a demandé Paternelle. « On a du mal à te déchiffrer. Si tu faisais un effort, tu te débrouillerais, j'en suis sûr. Comment veux-tu réussir tes entretiens d'embauche si tu t'obstines à massacrer les phrases ? Et avec les filles, ça irait mieux, en chérie maternelle. » Elle sortait de la cuisine avec un clafoutis. Cette image du nirvana familial préfabriqué puait tellement à mon cœur que j'ai claqué la porte de ma chambre. Je me suis appliqué à dérouiller mon vélo et je ne suis pas descendu de la soirée. À quoi bon voir leur tête fétide ? Quand je songeais au lendemain, à ces grandes responsabilités qui m'attendaient, mon esprit frissonnait de bonheur et les parents disparaissaient de mes pensées. Je n'ai pas été déçu. Les jours suivants ont été une félicité. La Foulée Verte m'a confié 2 suites d'émissions valorisantes. J'ai participé à l'organisation de la Journée du Vent. J'ai rédigé le texte de notre lettre d'information que l'on a diffusée par courrier électronique. L'imprimerie des autocollants arc-en-ciel m'a appelé plusieurs fois pour des bons à tirer. Je me dépensais sans compter, et comme je ne pensais plus à fumer, ou si peu, je me croyais définitivement sorti de l'ornière. C'est bête à dire, mais jamais je n'avais vécu aussi intensément. Voilà. Et ben... Coco, l'atroce cercle. Hein. J'ai juste une question, c'est qui ce Julien dont il parle dans le livre ? Mais Julien, c'est le personnage principal en fait. D'accord. J'ai essayé de lancer une blague. Ça a pas fonctionné. Je l'ai pas comprise. Peu importe. Bon. Bah, du coup, On va s'écouter une musique. on va s'écouter une musique. Ouais. Mais quelle idée intéressante. Et bah, voilà, désolée, j'étais tellement plongée dans la lecture que du coup... Oui, tellement J'en ai plongé, oublié d'ailleurs, que le- vous avez raté cette scène sublime de Josie pendant la lecture de Lolo, qui était en train de se vérifier le maquillage sur les yeux, Oui, alors, dans l'écran de son téléphone portable. j'écoutais, mais effectivement, il J'ai fallait pas dit que je t'écoutais pas, fasse hein. une retouche make-up. Bon, ben voilà, je suis une drag queen qui se respecte. Bon, Ouais. je lance la musique. C'est quoi qu'on écoute ? Non, c'est définitif de Sexy Sushi. Ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Si je te dis non, c'est définitif. À tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Tu n'auras pas le petit chat. Non Thierry, je ne serai pas là vendredi. Non Sabine, pas la peine de jouer la victime. Non c'est long et c'est très con, mais je ne changerai pas d'opinion. Non Benoît, tu n'auras pas le petit
Nous revoici sur la clé des ondes pour la fin de l'émission. Alors du coup, ouais, émission riche en émotions qui se termine, je crois entendre la forêt. Mais bref, du coup, tout ça pour dire, ouais, moi aussi je tente des vannes, ça ne marche pas forcément. De toute façon, c'est pas grave, je rendrai le micro dans pas longtemps. Du coup, nous passons à l'agenda. Agenda. Eh bien, ce Et soir... basta. Et basta. Ah, mon Dieu. Mais voilà, J'ai l'impression j'ai- d'être raté les matins. Mais ouais. J'ai trop En fait, pensé à... c'était les soirs. à mes autres vannes, tant pis, je l'ai loupé. Et ben du coup, dans l'agenda, mais que se passe-t-il cette semaine ? Avant de dire ce qui se passe cette semaine, on peut faire un coucou aux gens qui ne sont pas avec nous. Effectivement. Coucou. Alors, coucou à vous Et un Ouais. seul. tous. Ah, juste un seul. Non, on leur en fait plein. Est-ce qu'on Mais cite oui, leur... hein. Bah oui. Alors, Socrata, Queen de Bar, Gigi, Lily, Poupopidou, etc. vous nous manquez. on vous aime. Love. Remettez-vous bien de la gastro. Et on arrête les bisous, comme c'est intempestif. Une épidémie de gastro et de mononucléose entre eux et elle. Bon, l'agenda sinon. Oui, Oui, là, pardon. Et basta. Ah non, pardon. Mistress Josie est en train de Oui, nous parce que regarder vous avec de n'avez- gros yeux écarquillés. Josie, vous tu es n'avez la... que le son et vous William n'avez pas l'énergie l'image. de Oui. la Merci, ça me fait hyper plaisir alors, ce que tu viens de me dire. On a une manif qui est prévue le 22. Oui. Alors, je connais pas le mot d'ordre exactement, mais bon, on peut dire que c'est contre la politique de C'est Macron. non. Voilà, c'est une manif non. Et je crois, alors ça, je ne suis pas sûr que c'est au départ de la place de la République, mais ce dont je suis sûr, c'est que le départ est prévu à 11h30. Voilà. Ah, bah ils ont fait un effort cette fois-ci. Oui, c'est pas le 1er mai. Mais voilà. Et sur Internet, de toute façon, il y a les infos, ou sur Démosphère, ou sur Facebook, ou je ne sais où vous allez chercher vos infos. Et il y a encore des expulsions à la ZAD, donc les gens qui veulent aller à la ZAD, vous pouvez y aller. Puis voilà pour l'agenda, Et puis c'est qui est tout. très mince. Qui est mince. Mm. Effectivement. Puis Mais- sinon, si vous savez pas quoi faire et que votre agenda est tout aussi mince la semaine prochaine, hein, boycottez vos partiels et boycottez Israël. C'est un bon programme. Plus d'avocats et plus de droits. Pardon. Voilà. C'était un super jeu de mots. On a un peu besoin des avocats quand même. Mais non, mais les avocats d'Israël... Ah oui, ok. Ah. Non, parce Et qu'au oui. Carrefour où je vais, ils viennent tous d'Israël, les avocats, donc j'en achète pas. Oui, oui. Bah voilà, on ne mangera J'achète pas que des d'avocats avocats dans nos français. salades. De France. Eh bien, du coup, l'émission se termine Oui. et... Oh non. et nous allons nous dire au revoir. Et Au revoir. j'étais hyper heureuse. Je voulais remercier quand même ma mère qui a fait en sorte que je puisse être présente ce soir. Josie a passé toute la soirée en off à confondre l'émission de radio avec le festival de Cannes. Mais laissez-moi y croire, merde. Bon, du coup, Elle a fait que je demander des vous verres d'eau fais- d'ailleurs. Elle est en train de siroter son champagne tranquille, Écoutez, je retourne à mes bulles. en robe Et à femme. puis, et puis je vous laisse. Je vous fais tous des bisous. Passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine Et prochaine. non, dis pas au revoir. Et je vous laisse 2 minutes. Vous me ok, laissez pas faire mon ok. travail. Pardon. Et donc du coup, je vous laisse dire au revoir. Au revoir, Au Lolo revoir. Fontaine. Au revoir Anna Winter. Vous êtes trop mignonne. Au revoir, mais, Josie la Kalash. Au revoir, Anal. Au revoir, Lolo. C'est sur quoi la semaine prochaine l'émission Ah bah bah oui. ouais. Alors la semaine prochaine. La semaine prochaine. Attendez, la semaine Voilà, prochaine. maintenant vous êtes sur Skyrock et on fait des blagues. La semaine prochaine, Ça, franchement, émission de radio. Ça vous paraît pas du tout drôle, je pense à écouter. Non, désolé. La semaine prochaine, l'émission de radio sera sur la dialectique et Marguerite Duras. Ouais. Voilà. Ouh, on attend ça avec impatience. Bon allez, des bisous. Et on finit comment? On écoute quoi pour finir? Et on... On va reprendre ta place la semaine prochaine. Je vais reprendre vos places. Oui, bon d'accord. Excusez
Excusez-moi, trop d'émotions, j'ai besoin d'un verre d'eau. Bon, bah, du coup, la dernière chanson, c'est. Pour It Up. Pour It Up. Je ne sais pas de qui, De mais Rihanna. de Rihanna. De Yeah. Queen Riri, la papesse. C'est cela. Bonne soirée. Throw it up. Watch it all fall out. Blow it up. That's how we ball out.